L'âne, du latin Equus asinus, grand mammifère sauvage ou domestiqué, plus petit que le cheval, aux longues oreilles et au pelage habituellement gris. Les ânes ont une réputation tenace. Partout sur la planète, les gens pensent qu'ils sont têtus et stupides. Ne dit-on pas bête comme un âne ? L'homme utilise l'âne depuis les premières caravanes, la construction des pyramides et de la Grande Muraille de Chine. Alors, l'âne est-il vraiment borné ? Non. Avec l'âne, il nous faut oublier nos idées reçues. Capable de tous les petits métiers, il accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit ou de pays où l'on ne trouve pas d'âne. Pourquoi? Parce que l'âne a aidé l'homme à conquérir le monde. Écoutons son histoire. Tous les ânes naissent avec le nez blanc. Avec leurs grandes oreilles, c'est à ce bout de nez tout blanc qu'on les reconnaît. Quelle que soit leur race, leur provenance ou leur pays d'origine, impossible de confondre les ânes avec les autres équidés. Il n'y a qu'eux qui ont le nez blanc. Il y a d'autres différences entre les ânes et leurs cousins équidés. Les familles zèbres, émionnes, onagres ou chevaux vivent en troupeau. L'âne est solitaire, et c'est au cœur de la nuit, discrète, que sa mère lui donne naissance. Tenter de comprendre ce petit âne domestique qui peuple aujourd'hui nos campagnes oblige à remonter le temps et la chaîne de l'évolution jusqu'à son ancêtre sauvage. C'est un voyage de plusieurs dizaines de milliers d'années. Tout commence en Afrique de l'Est, où se trouvent aujourd'hui le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. C'est là que les premiers explorateurs découvrent un animal fougueux et sauvage, difficile sinon impossible à approcher de près. Les savants du 19e siècle y voient un maillon mystérieux de la chaîne de l'évolution des équidés. Ils en capturent plusieurs spécimens qu'ils nomment l'âne sauvage de Nubie, l'Equus asinus africanus, l'âne des origines. Aux États-Unis, au zoo de Saint-Louis, dans le Missouri, tous les matins, à la même heure, un soigneur prépare l'enclos d'une petite famille d'ânes sauvages d'Afrique. Ces ânes sont les ancêtres sauvages de tous les ânes domestiques du monde. Ils sont du plus haut intérêt scientifique pour la docteure Patricia Mollman, la grande spécialiste des ânes sauvages. Malheureusement, quand on dit âne, la plupart des gens pensent que c'est péjoratif. Pas du tout. Ce sont de merveilleux animaux que l'on peut admirer pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font, notamment pour leur capacité à survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Nous sommes ici au zoo de Saint-Louis et on a devant nous un très beau groupe d'ânes sauvages d'Afrique. C'est une des espèces les plus menacées. On pense qu'il n'en reste que 600 individus dans le monde. Mais quand on les observe dans le Danakil, un des déserts les plus rudes au monde, où il fait au moins 45 degrés, on est impressionné de voir que ces animaux arrivent à survivre dans des environnements aussi hostiles. Ils peuvent supporter une carence en eau énorme et se réapprovisionner très rapidement. Ils peuvent se contenter de peu de nourriture. Leur comportement social les fait vivre dispersés. Les mâles restent près des points d'eau et quand les femelles viennent boire, c'est là qu'ils se reproduisent.
Et si on regarde attentivement les rayures sur leurs pattes, ce sont comme des empreintes digitales. Avec ces rayures, nous pouvons les suivre depuis leur naissance. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier 45 individus différents en Érythrée. On pensait les ânes sauvages disparus de la nature. Mais dans le désert du Danakil en Érythrée, Patricia en a découvert la seule population sauvage connue à ce jour. Ils sont si farouches qu'il est difficile de les approcher, jusqu'au jour où... Ce matin-là, il y avait une lumière prodigieuse. On s'était levé tôt et mon mari nous filmait pour qu'on ait une trace de ce qu'on faisait. On a descendu une pente vers l'est, en direction de l'océan Indien. Je me suis retournée et tout à coup, il y avait là une femelle et son anon, revenant du point d'eau. Ils étaient allés à la source et revenaient par un chemin très rocailleux. Pendant qu'ils marchaient, ils n'ont pas remarqué notre présence. Alors, ils ont continué d'avancer. Et là, incroyable, je n'avais jamais vu un âne sauvage d'aussi près. Là, elle nous a vus. Elle est en alerte, toujours très calme. Elle ne gâche pas son énergie, mais elle reste sur ses gardes. Et là, elle ne veut plus rien avoir à faire avec nous. Elle s'en va, mais toujours assez calme. Et comme vous pouvez le voir, elle a le ventre plutôt arrondi. Elle aura bientôt un autre anon d'ici 2 mois. L'âne sauvage nous apprend une chose fondamentale sur son descendant domestique, comme le montrent ces images tournées en Afghanistan. On pourrait penser à première vue que l'âne est peureux ou têtu, mais il n'en est rien. En fait, l'âne est indépendant. Pour se faire une opinion, il ne se fie qu'à son expérience et à son propre jugement. Peu importe que l'homme ou le cheval traverse le pont sans hésiter. Lui trouve que ces rondins n'ont pas l'air très sûrs. Le frapper ne sert à rien. Fidèle à son maître mais indépendant, l'âne a décidé qu'il ne passera pas de son plein gré. Le tirer, le pousser, le taper n'y feront rien. Il faudra le porter, à dos d'homme en quelque sorte. Ce n'est pas pour autant qu'il est têtu. Il peut être très accommodant quand on sait le convaincre. Je vais vous faire voir une technique. Imaginez que je sois bloqué là et que je ne puisse pas avancer parce que j'ai un tronc qui est très long. Alors dans ce cas, j'ai une technique qui est la suivante. Et ça, c'est une technique qui est utilisable également pour descendre des troncs dans l'eau. Alors regardez bien. À droite, marche au long. Marche au long à droite. Tony, marche au long à droite. Bien au long à droite. Monte sur place. Voilà. Marche au long. Passe par-dessus. Passe par-dessus. Doucement. 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 Hop. Son pied arrière droit par-dessus. Son pied arrière droit. Voilà. Bravo. Voilà. Allez, vas-y. Aïe. La âne qui marche à cheval. C'est assez rare, mais voilà comment ça fonctionne. Et dans ces cas-là, je peux vous dire que vous pouvez sortir tous les troncs d'arbres que vous désirez. Alors, quoi de plus agréable de travailler en traction animale? On entend les petits oiseaux. Et voilà, Tony et son propriétaire nous en apportent la preuve. Un âne peut refuser d'avancer sous des coups de bâton, mais être capable de tout, si on sait lui expliquer ce que l'on attend de lui. Éleveur installé dans la région du Mans, Jackie Davézé en connaît un bout sur les ânes. En fait, ils sont capables de tirer sans problème 3 fois leur poids, voire 4 fois leur poids au maximum. Quand il y a eu les tempêtes dans les bois, il y a eu plein d'arbres qui sont tombés dans tous les sens. C'était un méli-mélo indescriptible. Avec les ânes, on passait en dessous les arbres couchés, on passait par-dessus. Et on a vu des fois l'âne qui se mettait à genoux pour passer sous les arbres. C'était absolument incroyable. En plus de son intelligence et de son habileté,
L'âne Tony est capable de tirer des troncs pesant pas loin d'une demi-tonne chacun. En une journée, un âne bien mené et bien entraîné peut ainsi déplacer de 40 à 50 tonnes de bois. Le chargement, c'est pour les hommes. Aïe, 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 nom de Dieu! Allez! Bon! Allez! Non, c'est pas grave, il va nous aider. Pas de problème. Tony est un étalon très fort et parfaitement entraîné. Il sait ce qu'on attend de lui. Les maîtres âniers ont un proverbe pour comparer la mentalité des chevaux à celle des ânes. Il remonte à la nuit des temps. Ça dit simplement, si un cheval ça se dresse, un âne ça s'éduque. Arrière pas. Allez. Allez, encore un pas. Un pas. Allez. Malgré l'ère de la mécanisation, il y a des travaux que seul un âne peut accomplir, en forêt notamment, où aucun tracteur ne peut entrer sans défigurer les lieux. L'âne est passé maître pour faire le ménage dans les sous-bois. Après plusieurs siècles passés à apprendre à se connaître, l'âne et l'homme ont inventé des gestes et des collaborations spécialisées. Jackie Davézé éduque des ânes depuis toujours. Quand on veut comprendre le comportement d'un âne, c'est lui que l'on vient consulter. Il en connaît chaque qualité, comme tous les travers, et répète souvent « Avant de chercher à comprendre le mental d'un âne, il faut d'abord connaître sa morphologie. » Né et façonné dans le désert, l'âne a développé des sens qui lui permettent de survivre dans les milieux les plus hostiles. Ses yeux, d'abord portés plus vers l'avant que ceux des chevaux, lui procurent une vision à 355 degrés. Derrière, devant, sur les côtés ou en l'air, rien ne peut l'attaquer par surprise, car il perçoit tout ce qui bouge. Avec une vertèbre lombaire de moins que les autres équidés, l'âne est doté d'un squelette ramassé et solide, qui lui donne un dos bien droit, apte à porter de lourdes charges. Ses sabots sont plus verticaux et plus durs que les chevaux. L'âne n'a pas besoin d'être ferré et peut marcher longtemps sur sol rocailleux. S'il est herbivore, comme le cheval, l'âne a l'avantage de ne pas être ruminant. Du coup, il peut manger en marchant et en travaillant. Ses oreilles, très longues, sont championnes du monde de la rotation sur 180 degrés. L'âne entend le moindre bruit de très loin. Enfin, l'âne fignole ses sens par les plus délicats, l'odorat et le toucher. Grâce aux fibrilles qui parsèment sa bouche, l'âne peut sentir, goûter et apprécier. Quant à ses naseaux, ils peuvent se fermer en une fente pour se protéger de la poussière ou du sable. L'arcade sourcilière est très proéminente. C'est une protection pour l'œil parce que dans le désert, les ânes, ils marchent à tête basse comme ça, ils mettent les oreilles à l'horizontale et vent de sable ou pas vent de sable, on continue à marcher, il n'y a pas de problème. Et tu peux regarder quand ils ont la tête complètement baissée, tu vois ni les naseaux, ni les yeux. Et ils ont le sang, ils mettent les oreilles dans le sens contraire. Pour savoir quand et comment l'âne se sépare de ses cousins, chevaux, zèbres et autres équidés, il nous faut remonter la longue chaîne de son évolution dans les galeries d'anatomie comparée du Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'était en gros il y a 55 millions d'années. On est parti de ce qu'on appelle l'Hyracotherium ou l'Eohippus. C'est un animal petit, il a plutôt l'allure d'un chien ou d'un renard. Il vivait dans les forêts. Alors, quand tu es en forêt, tu as intérêt à pouvoir naviguer entre les arbres, les buissons et avoir de l'équilibre en modifiant l'appui latéral. Et grosso modo, cet animal se déplaçait comme un tapir actuel. Pour éviter de glisser, l'ancêtre des chevaux avait donc des pattes larges, à plusieurs doigts. Mais un jour, un changement climatique a fait reculer les forêts au profit de larges plaines. Alors l'ancêtre Hyracotherium a évolué, privilégiant la rapidité de la fuite à la stabilité. Au fil de cette évolution, il perd ses doigts, sauf celui du milieu, dont l'ongle se transforme en un sabot unique.
Mais il n'y a pas que sa locomotion qui a dû changer. Après plusieurs millénaires et des changements climatiques successifs, les équidés disparaissent de tous les continents, sauf de l'Amérique. Là, ils développent une encolure longue et souple, et des dents aptes à brouter l'herbe, au lieu des feuilles d'arbres disparus. Dès lors, toute l'évolution des équidés se fait sur le continent américain, jusqu'au jour où ils se répandent à nouveau dans le reste du monde, passant par le détroit de Bering. Et ensuite, il y aura des vagues de migration. Il y aura une vague de migration avec les Hipparions il y a environ 11 ou 12 millions d'années. Il y a une vague d'immigration avec les premiers Rhécus autour de 2,5 millions d'années, avec les premiers vrais chevaux autour de 900 000 ans. Enfin, donc tout vient d'Amérique du Nord. Ensuite, il se passe 200 000 ans et il y a 700 000 ans, on peut dire en Afrique, sur un bon gisement, ça c'est un zèbre de plaine. Donc on a une espèce. Ensuite, il y a des choses qui ressemblent aux ânes autour de 40 000 ans, c'est-à-dire des choses que quand tu regardes un fossile, tu te dis « ah ben oui, ben c'est peut-être un âne, mais oui, mais c'est pas tout à fait ». Et puis est-ce que ça serait un zèbre? Et puis non, c'est pas tout à fait un zèbre non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors il y a des zébranes. L'âne, c'est bien connu. Ce qu'on ne connaît pas, c'est son démarrage. Le moment exact de la naissance de l'âne sur sa branche mère des équidés reste donc un mystère. Sa rencontre avec l'homme, en revanche, est bien attestée. Elle remonte au Paléolithique, où l'on voit des ânes peints au milieu d'autres animaux sur les parois des grottes du Tassili et de l'Atlas en Afrique du Nord. L'âne et l'homme se connaissent donc depuis au moins 20 000 ans, sinon plus. Plusieurs milliers d'années plus tard, dans ces mêmes contrées du Maghreb, comme dans le reste de l'Afrique sahélienne, l'âne et l'homme font toujours bon ménage. Dans ces pays traditionnels, l'âne est, pour les familles modestes, la mobilette, le tracteur, la camionnette. Avec un avantage en plus sur la machine. Comme il est intelligent, il peut se débrouiller seul. Depuis quand et comment a commencé la domestication de l'âne? La réponse se trouve à Saint-Louis, dans le Missouri. Patricia Mollman y retrouve son amie anthropologue Fiona Marshall, spécialiste des ânes à l'université Washington. Fiona a étudié leur domestication à travers les âges. Comment différencier un âne domestique d'un âne sauvage? Un des indices est qu'au fil du temps, les ânes domestiques deviennent plus petits que les ânes sauvages. C'est vrai pour tous les animaux sauvages. Le système hormonal change, la locomotion change, et finalement tout le système sensoriel, l'ouïe, la vue et le cerveau lui-même ont moins de volume chez l'animal domestique. Si la domestication a rendu les ânes plus petits que leurs ancêtres sauvages, elle n'a pas émoussé leur combativité. Dans les déserts, les ânes ont appris à se battre contre coyotes, chacals et hyènes. Du coup, les bergers les utilisent comme gardiens de troupeaux. Je pense que les ânes ont été domestiqués à mesure que le Sahara s'est asséché. C'est en fuyant cette sécheresse que les gens ont atteint le Nil en emmenant leurs ânes avec eux. Là, ils ont utilisé leurs ânes pour rentrer les récoltes et pour le petit commerce entre la haute et la basse vallée du Nil. De nos jours, l'Égypte fait encore partie de ces pays où l'âne est l'outil privilégié de la classe moyenne comme des plus pauvres. Qu'il s'agisse d'aller chercher l'eau, tracter les épiceries ambulantes ou simplement porter des courses, l'âne égyptien est aussi ancien que les pyramides de Gizeh, si ce n'est plus antique encore. Ainsi, les populations prédynastiques du Nil avaient donc des ânes. Mais nous avons découvert encore plus avec la tombe d'un des premiers rois d'Égypte à Abydos, peut-être celle du roi Narmer ou du roi Horaa. Les archéologues étaient assez déçus parce qu'ils n'ont rien trouvé de précieux. Pas d'or, pas de parure.
Mais pour moi, ce qu'ils ont trouvé est bien plus passionnant. Ils ont trouvé 10 ânes enterrés. D'un point de vue pathologique, ces pauvres ânes avaient des rhumatismes. Des rhumatismes exactement aux endroits où ils portaient des charges lourdes. Il est donc clair qu'ils étaient utilisés pour des tâches domestiques il y a plus de 5300 ans, et ça fait partie d'un processus qui a commencé il y a près de 6000 ans. Les ânes sauvages que Patricia a découverts en Érythrée sont les derniers descendants de ces ânes, domestiqués autrefois par les Égyptiens. Aux mêmes époques, d'autres civilisations adoptent l'âne, comme les Mésopotamiens, qui en font même un animal sacré. Il n'y a pas seulement des inhumations d'humains accompagnés d'ânes, des fois 1, 2, 3, parfois avec des chariots, mais il y a aussi des inhumations d'ânes tout seuls. On part du principe que l'homme enterre des animaux qui lui sont proches et qu'il a domestiqués, donc il a une relation particulière à cet animal. Et dans cette zone, surtout enfin, en Syrie actuelle, on a quand même une concentration de pratiques cultuelles autour de l'âne. On sait qu'il y a eu des fêtes de l'âne dans tout le nord de la Mésopotamie, que donc il y avait le mois de l'âne. Enfin, voilà, il y a des indices qui montrent qu'il a une très grande importance. Ça va continuer même dans le temps. Puisque toujours en basse Mésopotamie, on va avoir des rituels, notamment pour le sacrifice d'Anon, pendant les cérémonies d'investiture ou dans des pactes. Donc l'âne va représenter un peu, ça va être le symbole des alliances. 5000 ans après les premières domestications, les ânes sont encore si utiles à l'homme qu'il existe des marchés où l'on peut en acheter ou en échanger. Ce matin, Jackie emmène ses champions, Tony et Socrate, à la foire de Linières. Il existe en France des dizaines de ces foires aux ânes, dont les origines remontent à la Gaule romaine. Direction Le Berry. Chaque printemps, Linières célèbre l'une des races d'ânes les plus emblématiques du terroir français, le Grand Noir du Berry. Là encore, malgré l'appellation de Grand Noir, le museau blanc est un must. À Linières, les éleveurs viennent de tous les coins de France pour vendre, acheter, échanger, mais aussi partager l'attachement qu'ils portent aux ânes. Venu avec les armées romaines, l'âne s'est installé en Gaule. Et les races s'y sont différenciées selon le terrain, la nourriture et le travail qui leur était demandé. Pour faire la traction. Après, quand on veut lui donner de l'énergie, on met un peu d'avoine, c'est bien, dans le moteur, il faut... Hein non, il n'y en avait qu'une. Une que faisait même pas de petit. Ah ouais. À quel prix s'échangent les ânes? C'est le secret des affaires. Ce qui compte, c'est qu'à la clôture, les ânes ont changé de main et tout le monde semble satisfait. Non mais ça m'amuserait déjà de savoir quand ça passe le reportage à la télé pour voir, parce qu'on voit pas ça. Si, dans la vie des animaux, on peut le voir, hein, mais là, ils se connaissent pas du tout, à tous deux. Hein. Jackie et d'autres maîtres âniers ont contribué à faire reconnaître les races d'ânes en France. On en compte 7 aujourd'hui. La première a été reconnue en 1884. On la trouve en Charente-Maritime. L'âne qu'on y rencontre est un peu rasta, aux longs poils et aux très très grandes oreilles, le baudet du Poitou. Sophie Gabory est éleveuse de ces fameux baudets. Infirmière de profession, elle a passé un diplôme pour gérer des programmes d'enrichissement génétique de la race par prélèvement de semences et inséminations artificielles. Tous les matins, à la même heure, juste avant le lever du jour, et après avoir salué ses ânes, Sophie fait un prélèvement de semences sur ses étalons. La race du baudet du Poitou a failli disparaître à la fin des années 70 et 80. Alors, les éleveurs se sont réunis et ont créé l'association des races mulassières du Poitou, dont Sophie est l'inséminatrice en chef.
Grâce à leurs efforts, ils sont passés d'une quarantaine d'étalons en 1974 à près de 400 de nos jours. Vous avez vu, c'est que des rituels le matin. Je sors toujours par la même porte, je fais toujours les mêmes gestes, ils montent toujours sur le même côté. Il faut que ce soit toujours la même chose. Si on change un petit peu, ça les perturbe en fait. Leur schéma, c'est comme ça. Il faut que ça rentre dans un processus. La première mention écrite de Baudet du Poitou remonte au Xe siècle. On y parle d'un âne au long poil, une fourrure naturelle qui le protège de l'humidité du marais poitevin et de l'attaque de ces myriades de moustiques. Dans la race, le Baudet du Poitou, il y a deux espèces, deux espèces de Baudet. Il y en a un à poil long et il y en a à poil court. Mais par contre, les mensurations doivent être très fortes, les mêmes tous les deux. La tête, il faut qu'elle soit grosse, longue. Les oreilles très longues et bien ouvertes. Ensuite, l'encolure, il faut qu'elle soit assez longue, pas trop épaisse. Le dos, il doit être très long et très droit pour que le dos puisse porter des charges. Ensuite, on a la croupe. Et la croupe, il faut qu'elle soit dans un carré, c'est-à-dire qu'elle soit aussi longue que large et avec des jarrets bien sortis. Voilà, c'est à peu près les critères. Et ensuite, on a une vision d'ensemble de l'animal. Alors l'animal, lorsqu'il a du poil, pour le Baudet du Poitou, c'est intéressant pour la race, il faut beaucoup de poils. Allez, c'est parti. Grâce aux qualités hors normes du Baudet du Poitou, Sophie Gabory et l'association des éleveurs pour laquelle elle travaille créent par insémination artificielle une race encore plus exceptionnelle, des mules. Mi-chevaux, mi-ânes, ces mules et mulets ont un Baudet du Poitou pour père et une jument pour mère. Mais pas n'importe quelle jument. On a choisi pour mère la race du trait poitevin, une race de prestige, élevée elle aussi en Charente-Maritime. À eux deux, Anne Baudet du Poitou et jument de trait poitevine donnent une progéniture exceptionnelle et appréciée de tous, le mulet. La jument poitevine, c'est pas une jument qui a été sélectionnée pour la viande, c'était une jument sélectionnée pour faire des mules. Et donc du coup, c'est pas une jument qui est grosse en viande, c'est une jument qui est plutôt élancée et très grande et qui n'a pas de ventre. Donc du coup, les mulets qui ressortent n'ont pas de ventre non plus. Et les gens disent aussi qu'ils mangent aussi un petit peu moins que les autres. Et forcément, comme c'est des mulets souvent pour travailler ou de prestige, on aime bien qu'ils soient jolis, quoi. Et avec le Baudet du Poitou, donc ça flash en fait, quand les gènes flashent et ça fait une mule, on dit qu'elle est Isabelle, voire même biche là. Voilà, donc cette couleur jaune avec le crin noir et le bas des pattes zébrées. On va le voir de plus près, parce qu'on va le rentrer. Donc là, vraiment la couleur bien biche, quoi. Alors, il va rester vraiment cette couleur-là avec le nez blanc. Donc là, celui-là, il va être superbe. Un nez blanc, mais pas seulement. Il a aussi une bande cruciale sur les épaules. Et comme les ancêtres sauvages d'Afrique, des rayures aux pattes. Voilà un jeune mulet qui a de la race et un bel avenir. Parce qu'ils sont hybrides, mules et mulets sont stériles. Pour en faire naître, il faut donc élever des ânes d'un côté et des chevaux de l'autre. Entretenir deux races pour en faire une troisième à un coup. Ce qui fait des mules un animal rare. Pour voir les plus belles, il faut aller au mois d'août au grand concours national des races mulassières de Dampierre-sur-Boutonne. À cette occasion, les ânes accueillent dans leur asinerie leurs congénères chevalins de trait poitevin. Là, les éleveurs montrent leurs champions. On y voit les plus belles juments reproductrices qui vont servir de mères, ainsi que les plus beaux candidats à la paternité chez les ânes. Chaque jury a une grille. Donc on regarde la tête, le corps, les pattes, les aplombs, le modèle au pas, au trot. Donc voilà, on regarde tout ça.
Nous, en tant qu'éleveurs, on regarde s'il a une bonne tête, si c'est vraiment la tête typique du trépois de vin, s'il a des grandes oreilles, si les oreilles sont assez larges, s'il a un dos qui est droit ou s'il a un dos un peu plus creux, s'il a la croupe qui est bien positionnée. Voilà, tout ça nous permet de comparer entre nous en fait. On est tous un peu chauvins, on se dit oh là là, j'ai la meilleure des meilleures. Mais quand on vient sur le concours, on se dit ah, la mienne a peut-être ça qui manque. À Dampierre-sur-Boutonne, chaque race doit montrer son habileté, sa force et sa maniabilité. Chevaux d'abord, ânes ensuite. Mais ce que tout le monde attend, ce sont les mules. Elles sont les meilleures dans tous les domaines, car elles héritent à la fois des qualités de leur père asinien et de leur mère chevaline. Du coup, les mules sont fortes comme un cheval, douces et intelligentes comme les ânes, frugales, solides, économes et douées pour le travail. Les mules du Poitou sont réputées dans le monde entier. Les Espagnols en achètent pour les parades équestres. D'autres servent dans les régiments alpins d'Italie ou d'Allemagne. On en envoie jusqu'en Afghanistan, où seules des mules peuvent porter des armes la nuit dans les montagnes. Au cours des 18e et 19e siècles, on exporte entre 150 et 180 000 mules par an vers les Amériques. Là-bas, c'était la conquête de l'Ouest. Le marché était juteux et l'industrie mulassière française florissante. Les chariots qui ont participé à la conquête de l'Ouest américain étaient tirés pour la grande majorité d'entre eux avec des mules. Mais sans doute, il y a eu des apports de mules poitevines, très certainement. Mais il y a dû y avoir également aussi une production locale de mules aux États-Unis très rapidement, avec ce grand âne mammouth qui est sur le sol américain et qui a donné naissance à des mules que les colons ont dû trouver sur place. Un grand âne mammouth? Eh oui, un certain âne s'est fait une solide renommée pendant la conquête de l'Ouest. Et voici comment tout est arrivé. Un jour, excédé par la lenteur de l'avancée vers l'Ouest, George Washington écrivit une lettre à Louis XVI lui demandant plus d'ânes. Louis XVI envoya en cadeau à son ami 5 magnifiques ânes reproducteurs. Parmi eux, il y avait un âne géant qu'on appelait Jacques. Arrivé sur le sol américain, il étonnait tant par sa haute stature qu'on le surnomma Jacques le Mammouth. Les descendants du grand Jacques existent encore bel et bien aux États-Unis. Ils ont donné une nouvelle race d'ânes. Les Américains l'ont baptisé le Mammoth Jack Stock. Jack en l'honneur de leur ancêtre Jacques. C'est en Oklahoma que se trouve le plus grand ranch d'ânes mammoth des États-Unis. Son patron se nomme Bill Garrett. Comme chaque matin, Bill distribue des compléments alimentaires à ses ânes. Son ranch est si vaste et ses ânes si nombreux qu'il y passe la matinée entière. Plus je m'occupe d'ânes et moins j'aime les chevaux. Avant, les gens se moquaient de moi. Maintenant, ils ne rient plus. Pendant que les gens du coin se moquaient de lui, Bill est passé d'une 40aine d'hectares hérités de son père à 186 hectares. Quant à ses ânes, il en a plus d'une centaine. Cette ânesse est la plus ancienne reproductrice que Bill ait achetée. Elle a presque 30 ans, mais elle lui donne chaque année un nouvel ânon. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Je suis dans l'élevage des mules et des ânes depuis presque 50 ans maintenant. Quand j'ai commencé avec les chevaux, j'étais jeune et fougueux et je me prenais pour un cow-boy. Mais en réalité, je n'étais pas très doué. Du coup, j'ai commencé à faire des mules avec les juments que j'avais. À part que, dès que je trouvais un bon âne, quelqu'un me l'achetait et je devais en trouver un autre. Alors, je suis allé dans le Missouri et j'ai acheté 3 ânesses. Du coup, je pouvais toujours garder un jeune âne
pour inséminer mes juments, si je devais en vendre un, et l'élevage a commencé. George Washington, qu'on a appelé en son temps le père des mulets, avait un grand domaine dans lequel il faisait des croisements. Il utilisait les jackstocks pour faire des mules. Ça, Bill le fait encore, c'est la base du métier. Mais avec son neveu Wallace, il a inventé un nouvel usage, l'âne de selle. Pour moi, c'est différent d'entraîner un cheval qu'un âne. Les ânes sont pas aussi difficiles. Ils sont pas durs avec toi. Les chevaux, c'est différent, ils sont durs à élever. Et les chevaux sont beaucoup plus dangereux comparés aux ânes, mais bon, c'est mon opinion. On a débourré combien? On a débourré au moins 300 ânes, oui. 300, et ils m'ont jamais envoyé à l'hôpital. Les chevaux, je peux pas dire. J'ai pris beaucoup de coups avec les chevaux. Bon, les ânes ne sont pas aussi rapides que les chevaux ou les mules, mais ils sont fiables. Ils sont précis. Et tous les jours, l'âne nous surprend. Ils sont bien meilleurs que les chevaux et les mules, selon moi. Ils sont motivés, ils sont de bonne composition, ils ont envie de travailler avec toi. Alors qu'un cheval, tu dois tout lui dire. Une fois que tu as montré à un âne comment faire, il a compris. Il sait ce que tu attends de lui et il le fait avant même que tu lui demandes. Les ânes sont vraiment malins. Ils ont vraiment de quoi vous surprendre. Si sur 2 chemins, il y en a un qui est plus sûr, c'est celui-là qu'ils vont prendre. Un âne, il faut que ça se sente à l'aise. Dès qu'ils se sentent à l'aise, ils peuvent tout faire. Il connaît son travail. Il va choisir toujours la meilleure option, pour lui comme pour moi. Du coup, ça marche bien, on forme une bonne équipe. En tant qu'éleveur, on a beaucoup progressé. Avec la génétique qui a fait des progrès et qui s'est améliorée grâce au programme de reproduction, il n'y a plus de limite. Où en seront les ânes dans 20 ans? Je pense qu'ils vont nous surprendre. Ils vont surprendre tout le monde, parce qu'un âne, ça peut tout faire. Une dernière chose. Quand on parle des mammouths jackstock, on dit les jacks pour les mâles et les jennies pour les femelles. Retour en France, sur l'île de Beauté. Là aussi, une nouvelle race d'âne est peut-être en passe de reconnaissance. L'âne corse. Un homme s'est emparé de la cause de ce petit âne montagnard. Il se nomme Eugène Tramini. L'âne, il fait partie intégrante de ma famille et de mon enfance, puisqu'il m'a mené à l'école. Quand je pleurais, c'est lui qui me consolait. Et plus d'une fois, j'ai pleuré contre lui quand je me faisais engueuler par mon père. Et il me réchauffait mes mains parce qu'il faisait des hivers très froids. Et c'était tout, c'était un amour imperceptible qu'on ne peut pas exprimer. En Corse, l'âne a subi de plein fouet l'exode rural des années 60. Les villages de montagne se vidant de leurs habitants, les ânes ont été vendus. Aujourd'hui, Eugène Tramini et l'association des éleveurs corses travaillent à faire valoir les qualités exceptionnelles de ce petit âne insulaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La race, elle est en cours de reconnaissance. Donc d'abord, on en est à un recensement sur l'île. On essaye de voir tous les ânes qu'on va trouver sur l'île. On enlève les ânes qui correspondent déjà à des races existantes, comme ceux qui vont se rapprocher du provençal, ceux du cotentin ou du normand. Et après, des ânes qui nous restent, on essaye de trouver une population homogène qui représente le plus ce qu'on a ici sur le terrain. Il a de l'os, il faut qu'il soit assez carré. C'est un âne solide, avec un tempérament froid, parce qu'il faut passer par des chemins qui sont un peu scabreux des fois et un peu difficiles. Et il a une petite tête expressive, souvent avec un chanfrein concave. C'est un animal qui est complètement emblématique de l'île. Sans lui, il n'y aurait pas tout ce qu'on a autour de nous en ce moment. Les villages, les champs, les chemins. Il a aidé vraiment la population à construire tout ça parce qu'il a été l'allié de chaque famille pour le portage de matériel, pour le travail. Chaque famille en Corse avait au moins un âne. Il y a une dizaine d'années, l'âne était vraiment en train de, pas de disparaître, mais
d'être mis de côté, on va dire. Il n'y en avait plus beaucoup non plus sur l'île. Et puis, il y a eu un regain d'intérêt aussi par le tourisme. On s'est rendu compte que c'était l'animal idéal pour aller découvrir l'environnement, découvrir le patrimoine. Là, on peut partir en balade, mettre les enfants dessus, et puis toute la famille part. On peut faire des kilomètres comme ça. Les enfants sont hyper heureux parce que c'est un compagnon fantastique de voyage. C'est rien que du plaisir. On peut passer par des endroits qui sont très très sauvages, voir des animaux. Le tourisme écologique est en plein essor, et pas seulement en Corse. Et sans l'âne, il serait impossible à pratiquer. Là, on est sur les anciens chemins qu'utilisaient les gens avec leurs mules et leurs ânes. Donc c'est pas mal rocailleux. Encore une particularité de l'âne. Avoir le pied très sûr, qui lui permet de passer partout, même sur les chemins étroits et à flanc de falaise. Contrairement aux chevaux qui ont un poitrail large, avec des pattes écartées, l'âne a un poitrail fin qui lui permet de placer en marchant un sabot devant l'autre. Plutôt rassurant quand on marche en montagne. Au final, partout dans le monde, l'âne reconquiert peu à peu une place centrale dans les campagnes, comme dans nos cœurs. Son histoire, commencée dans les déserts d'Afrique, n'est donc pas encore terminée. Elle a mené l'âne sur tous les sentiers du monde, aux côtés de l'homme. Cet humain, souvent injuste, auquel lui, petit animal tenace, humble et robuste, n'a jamais cessé d'être fidèle. Alors, si l'on veut remercier l'âne pour tous les services rendus, peut-être pourrions-nous, un jour, cesser de dire des idioties comme « bête comme un âne »